Bonjour à tous. L'intitulé du cours aujourd'hui est Polypes et polyposes digestives. Les objectifs pédagogiques sont les suivants. D'abord, connaître les différents types de polypes et leur potentiel de dégénérescence, connaître la présentation des différentes polyposes et la prise en charge, c'est-à-dire savoir dépister, indiquer un traitement et surveiller les polypes et polyposes. Le polype est une excroissance tissulaire anormale qui se développe à partir de la paroi digestive. Les amas cellulaires prolifèrent normalement et créent une lésion circonscrite faisant saillir dans la lumière digestive, en l'occurrence le côlon, le rectum et l'estomac. Les polypes sont classés en plusieurs types selon leur aspect. Certains sont plats, sessiles, d'autres présentent un pied d'insertion et sont dits pédiculés. Selon la taille, selon le nombre unique ou multiple, lorsqu'ils dépassent 10 polypes, on parle de polypose. Selon l'origine tissulaire épithéliale ou non, et selon le mode d'apparition, certains sont sporadiques, d'autres rentrent dans le cadre de maladies chroniques héréditaires. Mais l'intérêt principal d'étudier ces polypes est que certains sont associés à un risque important de cancer. Ce cours sera scindé en deux parties. On verra dans la première partie les polypes. On classe les polypes selon leur origine tissulaire. Premièrement, les polypes d'origine épithéliale. Ils peuvent être adénomateux, c'est-à-dire développés à partir des cellules glandulaires. Il en existe trois types, tubuleux, vileux et tubuleux-villeux. Et les polypes non adénomateux, c'est-à-dire développés à partir des cellules non glandulaires. Et deuxièmement, les polypes d'origine non épithéliale, développés en dehors de l'épithélium. Ils peuvent être bénins ou malins. On va commencer par les polypes d'origine épithéliale, les adénomes. Ce sont des tumeurs épithéliales qui se développent à partir des cellules glandulaires. C'est les cellules mucipales qui tapissent la muqueuse digestive. C'est une catégorie de polypes importante à connaître, vu le risque de dégénérescence en cancer qui est quasi systématique. Les polypes adénomateux sont à l'origine de 90% des cancers colorectaux, d'où l'intérêt primordial de sélectionner des groupes à risque pour dépister ces lésions. Quelques données épidémiologiques. L'adénome est une entité extrêmement fréquente dans la population générale. Elle représente 80% des polypes rectocoliques. Leur prévalence est élevée, elle augmente avec l'âge. En effet, un tiers des sujets de 50 ans et 50% des sujets de 70 ans seraient porteurs de polypes. Et enfin, la répartition géographique qui suit celle du cancer colorectal, ceci est expliqué par le fait que les adénomes sont des lésions prénéoplasiques. Les adénomes sont caractérisés par leur localisation distale sur le tube digestif, le plus souvent au niveau du côlon gauche, du sigmoïde et du rectum. Mais particulièrement chez le sujet âgé, ils ont une localisation proximale, c'est-à-dire beaucoup plus au niveau du côlon droit. Les polypes sont caractérisés aussi par leur taille. On parle d'un adénome de petite taille lorsqu'il a moins de 1 cm, de taille moyenne lorsqu'il a entre 1 et 2 cm, et d'un adénome de grande taille lorsqu'il dépasse 2 cm. Ils sont caractérisés également par le nombre et peuvent être uniques dans 2 tiers des cas, multiples dans 1 tiers des cas, et selon la forme, ils peuvent être sessiles dans 1 tiers des cas ou plans, comme ils peuvent être pédiculés dans 2 tiers des cas, avec un pied d'insertion, comme on le voit sur cette image, ou bien festonnés. Ces images montrent des polypes d'aspect variable, un polype pédiculé, ici un polype sessile, et là un polype plomb qui est à peine visible en endoscopie conventionnelle, qui est mieux mis en évidence après coloration. Selon leur architecture microscopique, on classe les adénomes en 3 sous-groupes. D'abord, les adénomes tubuleux, ce sont les adénomes les plus fréquents, ils représentent 80 à 86% des adénomes. Ils sont constitués de glandes ramifiées, régulières ou bourgeonnantes et expriment faiblement la dysplasie. Les adénomes vileux sont une excroissance sous forme de digitation munie d'un axe de chorion et recouverts d'un épithélium le plus souvent dysplasique. Ils expriment une dysplasie sévère. Les adénomes tubuleux vileux englobent les caractéristiques des 2 types de polypes, vileux et tubuleux. L'éthiopathogénie de ces adénomes, il y a une anomalie de prolifération cellulaire et d'apoptose. Les cellules anormales vont proliférer du tiers inférieur de la crypte vers le sommet, donnant les lésions adénomateuses.
Actuellement, on connaît certains facteurs de risque pour la survenue d'adénomes. D'abord, des facteurs d'environnement, tels que l'excès calorique, l'excès de graisse animale et le tabac, associés aux facteurs génétiques, bien sûr. Et aussi des facteurs protecteurs, tels que la consommation riche en fibres et en fruits. Il est actuellement admis que l'adénome est une lésion prénéoplasique. Les arguments en faveur de la séquence adénome-cancer sont d'abord le parallélisme de fréquence entre l'adénome et le cancer, par l'existence de zones géographiques communes, et la survenue fréquente de cancer sur un organe, siège de polype ou de polypose. Le deuxième argument est que l'exérèse de polype supprime ou diminue l'incidence de cancer. Le risque de cancérisation d'un polype est augmenté si la taille dépasse 1 cm, s'il existe un type histologique, un type d'adénome vileux ou un polype blanc, et selon le degré de dysplasie, s'il existe une dysplasie de haut grade, et lorsque les polypes sont multiples. La transformation de l'adénome en adénocarcinome se fait dans un délai estimé entre 8 à 12 ans. Le passage de la muqueuse normale à l'excroissance cellulaire et à l'apparition de l'adénome constitue la première étape de la séquence adénome-cancer. Ensuite, il y a croissance et apparition de lésions de dysplasie sur l'adénome. Et la troisième étape est caractérisée par l'évolution de la dysplasie vers le cancer in situ intraépithélial, puis vers le cancer invasif, c'est-à-dire par dépassement de la muqueuse. Et ceci est dû à l'accumulation d'altérations génétiques qui impliquent des oncogènes et des gènes suppresseurs de la tumeur. Sur le plan clinique, le plus souvent, les polypes demeurent longtemps asymptomatiques, s'expriment par des symptômes non spécifiques. L'émission de sang dans les selles constitue le symptôme le plus fréquent. Il s'agit alors de rectorragies qui sont peu abondantes, balisant la selle. Un adénome vileux peut sécréter d'importantes quantités d'eau et d'électrolytes, ce qui peut provoquer parfois des diarrhées. Et un adénome volumineux peut se manifester par des douleurs abdominales, une constipation et une flatulence. Mais l'examen clinique est le plus souvent normal, parfois peut mettre en évidence un polype au toucher rectal. Concernant les examens complémentaires, la coloscopie représente l'examen de référence pour la détection des polypes. Son rendement diagnostique est nettement supérieur à celui du lavement baryté. Elle doit être complète, c'est-à-dire réalisée jusqu'à la dernière anse céléale. Et elle permet, en plus du diagnostic, de traiter par la polypectomie et de surveiller ces polypes. La coloscopie doit être précédée par une préparation colique. Cette préparation améliore sa sensibilité. Et deuxièmement, la rectosigmoïdoscopie, elle nécessite une préparation par voie basse, mais ne permet d'explorer que le rectum et le sigmoïde. Et afin d'améliorer le rendement de l'endoscopie, on utilise des colorations. Alors, il existe des colorations chimiques à projection d'un colorant vital sur la surface de l'adénome, c'est l'indigo-carmin. Il permet de mettre en relief les lésions planes et les lésions de petite taille. Comme on le voit sur ces images, une lésion plane qui est à peine visible, elle est mieux mise en évidence après coloration. Deuxièmement, la chromoendoscopie électronique virtuelle, elle utilise une lumière colorée et post-traitement de l'image. Associée au zoom, elle permet une haute résolution de l'aspect de la surface de la muqueuse des polypes pour une meilleure précision diagnostique. Cette diapositive représente la classification de Paris qui est basée sur l'aspect morphologique du polype. Alors on a un polype sessile pédiculé, une lésion plane surélevée, une lésion plane déprimée, une lésion ulcérée. Le caractère morphologique de ces lésions permet de quantifier le risque de dégénérescence et de dissémination qui est corrélé à la profondeur de la lésion. La coloscopie virtuelle est un examen scanographique avec des reconstructions d'images en 2D ou en 3D. Il a une grande sensibilité pour la détection des polypes de grande taille, supérieure à 1 cm, comme on le voit sur cette image, mais passe à côté des petits polypes de moins de 5 mm et des polypes blancs. En plus, il ne permet pas de réaliser des biopsies.
L'échondoscopie a un intérêt dans le bilan d'extension régionale des polypes dégénérés. Et dans le cadre de dépistage, l'hémoculte et les tests immunologiques sont positifs dans 20 à 30% des cas et permettent de suspecter un polype de grande taille. Concernant la prise en charge thérapeutique, le but principal du traitement est bien sûr de prévenir la dégénérescence par la résection complète du polype. Le traitement endoscopique, le matériel nécessaire à la résection est constitué par un bistouri électrique qui permet la section du polype et la coagulation de la tronche de section, des pinces et des anses diathermiques. On peut réaliser une polypectomie à l'anse diathermique ou bien une mucosectomie. Pour le traitement chirurgical, il est réalisé par voie basse, par voie endo-anale, lorsque les polypes sont bas situés, entre 12 et 15 cm de la margine. L'anse diathermique est poussée via le coloscope jusqu'au polype. Après ouverture, on engaine le polype au niveau de son pédicule, on serre l'anse et on réalise en même temps, grâce au bistouri, la section et la coagulation qui permet de couper et de coaguler la tronche de section. Le polype est récupéré pour l'étude histologique. La résection d'un polype sessile ou d'un polype plan nécessite un soulèvement de sa base par l'injection sous-muqueuse le plus souvent d'une solution adrénalinée, puis avec la même technique, on réalise la résection. Après traitement, la surveillance endoscopique des polypes est recommandée afin de rechercher une récidive. En cas d'adénome en dysplasie de bas grade, une coloscopie doit être faite à 3 ans, si elle est normale à 5 ans. En cas d'adénome en dysplasie de haut grade, une endoscopie est indiquée à 1 an, si elle est normale, refaire à 3 ans. Et en cas d'adénome dégénéré et traité, une endoscopie doit être faite à 3 mois pour détecter les récidives locales. Et enfin, dans le cadre du dépistage des sujets à risque, une endoscopie doit être réalisée en cas d'antécédents personnels ou familiaux d'adénome ou en cas de cancer colorectal et chez les sujets de plus de 50 ans. Après les polypes adénomateurs, on va voir les polypes hyperplasiques. Il s'agit d'une excroissance liée à une augmentation du volume et des modifications des glandes situées sur la muqueuse. Ces polypes surviennent dans 10 à 35% des cas. Ils siègent le plus souvent au niveau du bas rectum et du sigmoïde. Et il s'agit de polypes sessiles de petite taille, moins de 1 cm. C'est des polypes dits lenticulaires. Il faut savoir que ces polypes ne dégénèrent pas. Donc, le traitement est basé sur l'abstention thérapeutique si les polypes siègent au niveau du rectum sigmoïde et ont moins de 5 mm. Et l'exérèse est indiquée seulement si les polypes sont de siège colique et de grande taille, supérieure à 5 mm. Les polypes inflammatoires surviennent au décours de maladies inflammatoires chroniques, telles que la maladie de Crohn, plus rarement une maladie infectieuse. C'est des lésions digitiformes ou bien des ondes soulevées de tissus inflammatoires de 5 à 30 mm de hauteur et qui sont tapissées d'une muqueuse d'aspect normal. Là aussi, il n'y a pas de risque de dégénérescence. Les polypes amartomateux sont rares. Ils sont formés par une excroissance cellulaire normalement présente dans le tissu, mais désorganisant la structure muqueuse. Ces polypes sont plus fréquents chez l'enfant et rentrent le plus souvent dans le cadre de polyposes héréditaires. Quant aux tumeurs non épithéliales, elles sont issues soit du muscle lisse donnant les lyomiums, soit à partir d'adipocytes donnant les lipomes. Ces polypes sont des tumeurs sous-muqueuses qu'il faut éviter de réséquer par voie endoscopique, soit à partir des cellules nerveuses donnant les neurofibromes qui sont isolés ou qui font partie d'une polypose héréditaire. Cette deuxième partie du cours concerne les polyposes digestives. Les polyposes digestives sont un groupe hétérogène d'affections rares caractérisées par le développement de lésions polypoïdes multiples à travers le tractus gastro-intestinal. La plupart de ces polypes sont héréditaires et exposent à un risque de cancer. Actuellement, grâce aux avancées génétiques, on peut dépister ces maladies et prévenir l'apparition de cancers. Les polyposes digestives sont classées en 2 grands groupes, les polyposes héréditaires et les polyposes non héréditaires. Parmi les polyposes héréditaires, la catégorie la plus fréquente et la plus étudiée est la polypose adénomateuse familiale et ses variantes, le syndrome de Gardner, le syndrome de Turco. Les polyposes amartomateuses constituées par des polypes non adénomateux, tels que le syndrome
de Peutz-Jeghers, la polypose juvénile, le syndrome de Cowden. Et parmi les polyposes non héréditaires, on a les polyposes hyperplasiques, la polypose de Cronquist-Canada, la polypose lymphomateuse et la polypose inflammatoire. On va commencer par la polypose adénomateuse familiale. Il s'agit d'une maladie héréditaire à transmission autosomique dominante due à une mutation du gène APC localisé sur le bras court du chromosome 5. Cette polypose est caractérisée par la présence de plusieurs centaines de polypes de type adénomateux au niveau du tube digestif, notamment au niveau du côlon, au niveau du rectum, et survenant chez un sujet jeune. Cette pathologie est grave car elle évolue vers le cancer dans tous les cas, d'où l'intérêt d'un dépistage et un traitement prophylactique. Du point de vue épidémiologique, cette affection est la polypose la plus fréquente. Elle survient aussi bien chez l'homme que chez la femme, âgée entre 15 et 45 ans, avec une dégénérescence vers l'âge de 39 ans. Pour cela, on doit commencer la surveillance chez les malades porteurs plus précocement, c'est-à-dire vers l'âge de 11-12 ans. Cette affection est une cause fréquente de cancer puisqu'elle représente 1% des cancers du côlon. La répartition des polypes au niveau du tube digestif est comme suit. On a une atteinte rectale dans 100% des cas, donc c'est une atteinte systématique. Une atteinte du côlon dans 95% des cas, le duodénum dans 60 à 80% des cas, l'estomac dans 30 à 50% des cas, le jéjunum 40% des cas et l'éléon dans 20% des cas. Ces polypes peuvent être sessiles, pédiculés, plans ou festonnés. Et concernant le nombre, donc il est supérieur à 100, parfois à 1000 polypes. Dans les formes profuses, il est supérieur à 5000 polypes, réalisant l'aspect classique d'aspect de tapis de haute laine. La taille des polypes est inférieure à 5 mm dans la majorité des cas et il s'agit d'un adénome tubuleux dans 75% des cas. La polypose adénomateuse familiale est habituellement asymptomatique, le plus souvent de découverte fortuite, lors d'un examen endoscopique réalisé pour une autre pathologie ou lors du dépistage. Lorsqu'ils existent, les symptômes sont atypiques ou liés à des manifestations extracoliques, ou bien liés à l'apparition des symptômes après dégénérescence des polypes. Pour l'étude clinique, nous avons choisi un type de description, c'est le syndrome de Gardner, qui est un type de polypose associé à des manifestations extracoliques. Les polypes coliques apparaissent dans ce cas à la puberté. Le nombre augmente avec l'âge jusqu'à atteindre des milliers de polypes. Ils sont asymptomatiques et lorsque les symptômes apparaissent, il faut rechercher la dégénérescence de ces polypes. Ces symptômes peuvent être à type de diarrhée glérosanglante, de rectorragie, de douleur abdominale ou de syndrome rectal. Les polypes sont également localisés au niveau de l'estomac, dans 2/3 des cas. Alors, il s'agit de polypes de type glandulokystique au niveau du fundus qui ne présentent aucun risque de dégénérescence. Par contre, au niveau de l'antre, ils sont de type adénomateux dans 5% des cas, avec un risque important de cancer gastrique. Concernant les polypes duodénaux et ampulaires, ils sont de type adénomateux dans 60 à 80% des cas, localisés surtout au niveau de la région ampulaire, avec un risque de cancer duodénal important. D'où l'intérêt d'un examen minutieux par un endoscope à vision latérale afin de bien explorer cette région. Au niveau du jéjunum et de l'iléon, la transformation maligne est rare. Dans cette polypose familiale, on retrouve également les tumeurs desmoïdes, qui sont des tumeurs bénignes mais graves par leur potentiel de compression des organes de voisinage, comme on le voit sur cette image scanographique. Elles sont de localisation abdominale dans 70% des cas, extra-abdominale dans 20% des cas. Ces tumeurs se manifestent par des douleurs abdominales, une masse abdominale, parfois par une complication qui est l'occlusion. Des lésions cutanées sont retrouvées dans 50% des cas, un type de tumeur bénigne asymptomatique. Ces tumeurs sont des kystes épidermoïdes dans 1/3 des cas, localisés au niveau de la face, au niveau du dos et au niveau des membres supérieurs, ou des fibromes localisés au niveau des épaules, du dos et des membres supérieurs. Ce syndrome associe également des lésions osseuses dans 50% des cas à type d'ostéome, localisés au niveau du crâne, de la mandibule, des os longs, souvent multiples mais sans potentiel malin, ainsi que des anomalies dentaires à type de dents incluses, de dents surnuméraires,
de perte de la dentition et des caries dentaires. Une atteinte oculaire survient à la naissance, c'est l'hypertrophie congénitale de l'épithélium pigmentaire de la rétine qui expose à un risque de cécité. D'autres lésions peuvent apparaître, telles que le carcinome papillaire de la thyroïde, l'hépatoblaston et les tumeurs du système nerveux central. Le diagnostic de cette polypose se fait à la coloscopie, montrant une polypose diffuse et réalisant dans les formes massives le classique aspect de tapis de haute laine, comme on le voit sur cette image. L'endoscopie digestive haute doit être systématique à la recherche de polypes gastriques et duodénaux par un examen endoscopique à vision axiale et latérale pour bien explorer la papille et faire des biopsies, même si celle-ci est normale. Le transit du grêle recherchera des lésions gréliques et l'imagerie en coupe, le scanner et l'IRM vont rechercher les tumeurs desmoïdes. Et le diagnostic est confirmé par des tests génétiques, par la mise en évidence du gène APC situé sur le chromosome Q21. À côté du syndrome de Gardner, il existe d'autres formes de la polypose adénomateuse familiale. D'abord, la polypose adénomateuse familiale de localisation colique uniquement. La forme atténuée, dans ce cas, le nombre de polypes est moins de 100. Les polypes sont plutôt localisés en proximal, c'est-à-dire au niveau du côlon droit. Et cette polypose est d'apparition tardive, vers l'âge de 30 ans, c'est-à-dire 10 ans de plus que la polypose adénomateuse classique. Et le cancer survient aussi plus tardivement, vers l'âge de 55 ans. Troisièmement, le syndrome de Turco, c'est une polypose adénomateuse associée à l'apparition de tumeurs du système nerveux central, c'est des méduloblastomes, parfois révélant la maladie. Le pronostic de cette affection est sévère. Le traitement des lésions coliques au cours de la polypose adénomateuse familiale doit être radical, chirurgical, soit par proctocolectomie totale avec iléostomie définitive, soit par colectomie totale avec anastomose iliorectale, laissant en place le rectum. Dans ce cas, la surveillance endoscopique s'impose tous les 3 à 6 mois, avec résection endoscopique des polypes restants et protectomie secondaire en cas d'impossibilité de résection endoscopique ou bien d'apparition de cancer. La troisième intervention, c'est la colectomie avec mucosectomie rectale et anastomose iliorectale. C'est l'intervention de choix car elle ne nécessite pas une surveillance rectale et évite l'héliostomie définitive. Pour les lésions extracoliques, au niveau de l'estomac, c'est la résection endoscopique des polypes, bien l'ontrectomie lorsqu'il existe des polypes en trop. Au niveau du duodénum, c'est la résection endoscopique ou bien la duodénopancréatectomie céphalique lorsqu'il y a des lésions périampulaires. Pour les tumeurs desmoïdes, c'est un traitement médical à base d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, anti-oestrogènes, de chimiothérapie ou bien d'un traitement chirurgical. La deuxième polypose héréditaire est la polypose amartomateuse. On va voir le syndrome de Peutz-Jeghers, qui est une polypose rare survenant chez le sujet jeune et qui est caractérisée par la présence de nombreux polypes digestifs associés à une lentiginose périorificielle. C'est une maladie génétique de transmission autosomique dominante liée à une mutation du gène ASTK localisée sur le chromosome 19. Cliniquement, elle associe des signes digestifs non spécifiques en rapport avec la présence de polypes. Ce sont des douleurs abdominales, des troubles du transit, des rectorragies, une occlusion intestinale par invagination en rapport avec la présence d'un gros polype, une anémie chronique. Les lésions cutanées sont présentes dans tous les cas. Il s'agit d'une lentiginose périorificielle localisée en péribuccale, sur les lèvres, au niveau du nez, en périanal, en périgénital. Les polypes gastro-intestinaux sont retrouvés dans 80-100% des cas, localisés surtout au niveau du grêle, au niveau de l'estomac et au niveau du côlon. Dans ce cas, les polypes amartomateux présentent un risque de dégénérescence, contrairement aux polypes sporadiques amartomateux. Donc, le traitement est alors basé sur la résection endoscopique ou la résection chirurgicale. La polypose juvénile est une autre variante des polyposes amartomateuses. Elle est de transmission autosomique dominante, caractérisée par la présence de plus de 5 polypes juvéniles au niveau du côlon ou par la présence de polypes juvéniles disséminés sur le tube digestif. C'est une affection rare qui survient chez l'enfant d'environ 10 ans
elle expose à un risque élevé de cancer. Cliniquement, elle peut se manifester par une diarrhée, par une hémorragie digestive avec parfois chute du polype par nécrose de son pédicule. Elle peut se manifester par une entéropathie exsudative pouvant mettre en jeu le pronostic vital de l'enfant. Et le traitement est basé sur la polectomie endoscopique ou le traitement chirurgical par la colectomie totale avec anastomose iliorectale. Le dépistage s'impose dès l'âge de 12 ans par des coloscopies tous les 1 à 3 ans avec polypectomie et une surveillance endoscopique haute. Le syndrome de Cowden est une forme particulière de la polypose amartomateuse. C'est une maladie génétique, transmission autosomique dominante, révélée entre l'âge de 10 et 30 ans. Et elle concerne surtout la femme. Elle est caractérisée par l'association de lésions digestives à type de polypes disséminés sur tout le tube digestif, donc retrouvés dans 35% des cas, comme on le voit sur ces images, des polypes œsophagiens, gastriques, duodénales et coliques, associés à des anomalies multiples des organes, des seins, de la thyroïde, des organes génito-urinaires, avec un risque de cancer surtout du sein et de la thyroïde. Ces images représentent des cas de maladie de Cowden avec une papillomatose localisée au niveau de la langue, au niveau des gencives et au niveau de la face. La surveillance endoscopique de la maladie de Cowden s'impose tous les 3 à 5 ans, vu le risque important de cancer digestif. La surveillance thyroïdienne, si apparition de goitre, il faut réaliser une thyroïdectomie totale. Et la surveillance mammaire, on réalise une mastectomie préventive vers l'âge de 30 ans. Parmi les polyposes non héréditaires, on cite le syndrome de Cronquist-Canada, qui est une polypose digestive qui survient surtout chez l'homme, dans 60% des cas. Elle associe des polypes digestifs disséminés au niveau de tout le tube digestif, associés à une alopécie avec une hyperpigmentation cutanée. Le risque de cancer est de 12 à 15%. Il est lié à la présence de polypes adénomateurs au niveau du côlon et du rectum. La polypose lymphomateuse maligne est une forme particulière de lymphome intestinal de type B, des cellules du manteau. C'est un lymphome qui est caractérisé par la présence de nombreux polypes de taille variable, souvent localisés au niveau du grêle et au niveau du côlon, associés à une atteinte médulaire, ganglionnaire et hépatique. C'est un lymphome de mauvais pronostic malgré chimio et radiothérapie. Et enfin, les pseudopolypes inflammatoires se voient en cas de maladie inflammatoire chronique de l'intestin, en particulier la maladie de Crohn. Ces polypes surviennent sur des séquelles d'ulcération et ils ont un aspect digitiforme en languette, parfois en pont muqueux. Les pseudopolypes inflammatoires se voient également en cas de certaines maladies parasitaires, telles que la schistosoma monsoon. Et pour conclure, les polypes digestifs sont très fréquents dans la population générale et dominés par les adénomes. L'endoscopie représente le gold standard pour le diagnostic et le traitement. Les polyposes sont souvent familiales et le point le plus important, le pronostic de certains polypes et polyposes est marqué par le risque de dégénérescence, d'où l'intérêt d'un dépistage et d'une surveillance endoscopique adaptée au type de polype. Je vous remercie.